Ces derniers jours, la rhétorique de Donald Trump sur la Russie s'est intensifiée. La Russie, je trouve que ce qu'ils font est dégoûtant. L'envoyé spécial américain Steve Witkoff s'est rendu au Kremlin pour négocier personnellement un cessez-le-feu avec Poutine. Mais il semble que ces discussions ne se soient pas bien passées. Parce que quelques heures seulement après que Steve Witkoff a quitté le Kremlin, Trump a imposé un tarif supplémentaire de 25% à l'Inde pour avoir acheté du pétrole russe et soutenu la machine de guerre russe. Vous voyez, Poutine savait qu'il ne pouvait pas se permettre de voir ses revenus pétroliers s'assécher. Et c'est pourquoi il faisait tout ce qu'il pouvait pour retarder ses tarifs. Mais il semble qu'il ait échoué. Voici plus de détails sur l'impact sur l'armée de Poutine. Puis nous verrons le déroulement des négociations. Alors, où en sommes-nous? Eh bien, nous savons que la Russie est une économie basée sur une seule ressource, Martha. Il s'agit du pétrole et, dans une moindre mesure, du gaz. Et nous savons que ces grands pays l'achètent à des prix réduits, ce qui aide Poutine. Poutine passe à une économie de guerre. Et cela signifie que tout ce qu'il investit, pas totalement, mais presque tout, c'est pour s'assurer qu'il dispose de matériel de guerre. Si ses revenus commencent à baisser de façon spectaculaire, et ce sera le cas, pas immédiatement, mais ce sera le cas avec le temps, ses revenus ne seront plus là pour lui permettre de produire les produits dont il a besoin pour se maintenir dans la guerre. Et c'est un problème majeur. Donald Trump a signé un décret exécutif ce matin. Et voici ce qu'il dit. Le président Donald Trump a signé un décret imposant un tarif supplémentaire de 25% à l'Inde pour l'importation directe ou indirecte de pétrole de la Fédération de Russie. Le décret précise également qu'un tarif similaire pourra être appliqué à d'autres pays reconnus comme importants du pétrole russe, y compris par l'intermédiaire de tiers ou de pays où l'origine du pétrole peut raisonnablement être attribuée à la Russie. Il y a quelques jours, le président Donald Trump a donné à la Russie un ultimatum de 10 jours pour parvenir à un cessez-le-feu, sans quoi des conséquences suivront. Et cette échéance n'est pas encore atteinte. En fait, cette échéance tombe vendredi. Le fait que ce tarif de 25% entre en vigueur juste après la réunion indique clairement que celle-ci ne s'est pas déroulée comme le président Donald Trump l'espérait. C'est un signal à la Russie que Donald Trump ne bluffe pas cette fois. Nous allons nous attaquer aux pays qui soutiennent cette machine de guerre. L'Inde soutient désormais fortement la machine de guerre russe en achetant son pétrole. L'Inde achète environ 38% du total des exportations de pétrole brut de la Russie. Mais le plus grand acheteur, c'est la Chine. Dans les 2 prochains jours, nous pourrions voir davantage de tarifs douaniers imposés à la Chine, premier acheteur de pétrole brut russe, ainsi qu'au Brésil, à la Turquie et à certains pays européens, qui continuent d'acheter de l'énergie russe, malgré les sanctions. Maintenant, le deuxième point important à retenir est que l'Inde fait face à un tarif total de 50%, l'un des plus élevés parmi tous les pays contre lesquels le président Trump a imposé des tarifs. La raison est que l'Inde impose aussi de nombreux tarifs sur les produits américains. Donc, 25% servent essentiellement à contrebalancer le tarif que l'Inde impose aux produits américains, et 25% concernent l'achat de pétrole russe par l'Inde. C'est pourquoi l'Inde fait face à un tarif total de 50%. Le président Trump l'expliquait hier matin sur CNBC. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner juste en dessous. Cela nous aide grandement à diffuser nos vidéos à un public plus large. Vous êtes mécontente du dernier accord commercial annoncé avec l'Inde, surtout Parce qu'il achetant du pétrole russe? L'administration Biden a sanctionné le pétrole russe, mais a ensuite toléré que l'Inde et la Chine en achètent une partie, craignant une hausse des prix du pétrole et des prix à la pompe. Pour vous, est-il plus important de stopper les Russes sur ce point que de s'inquiéter des prix du pétrole? Je ne m'inquiète pas des prix, car nous ferons à des niveaux inédits. L'Inde est la nation avec les tarifs les plus élevés, ce que les gens n'aiment pas dire à son propos. Ils ont les tarifs les plus élevés de tous. Nous faisons très peu d'affaires avec l'Inde parce que leurs tarifs sont tellement élevés. Donc, l'Inde n'a pas été un bon partenaire commercial parce qu'ils font beaucoup d'affaires avec nous, mais nous ne faisons pas d'affaires avec eux. Nous avons fixé à 25%, mais je vais augmenter cela significativement dans les 24 heures à venir, car ils achètent du pétrole russe et alimentent la machine de guerre. Si c'était ce qu'ils comptent faire, je ne resterai pas ici. De nombreux accords ont été signés. Je pensais que l'Inde était sur le point de signer également. Je ne suis pas sûr de savoir quel est le point de blocage là-bas, Monsieur le Président. Mais allons droit au but, puisque nous n'avons pas toute la journée. Nous devons parler à...
Le blocage avec l'Inde est dû aux droits de douane trop élevés. Je dirais que l'Inde est passée des droits de douane les plus hauts jamais vus. Ils vont nous accorder 0 droit de douane. Ils vont laisser la Chine entrer. Mais ce n'est pas bien. C'est insuffisant en raison de leur gestion du pétrole. Maintenant, c'est là que les choses deviennent un peu confuses. Surtout pour quelqu'un comme moi qui suit tout ça. Mais le gouvernement indien dit qu'il continuera d'acheter du pétrole russe. Cependant, les entreprises indiennes qui achetaient du pétrole russe ont cessé leurs achats dès l'annonce de l'ultimatum de Donald Trump il y a quelques jours. De nombreux pétroliers russes, au large des côtes indiennes, cherchant à livrer du pétrole, ont tous été mis en pause. On leur a fait comprendre. Vous ne pouvez pas accoster ici, car nous refusons le pétrole russe. De plus, suite à l'ultimatum, de nombreuses compagnies pétrolières étatiques indiennes ont acheté du pétrole des Émirats arabes unis, du Moyen-Orient et même des États-Unis. Les responsables indiens semblent donc réticents à renoncer à leur amitié avec la Russie, malgré des signes initialement positifs. Ou peut-être que ce n'est pas seulement une question d'amitié, peut-être qu'ils ne veulent pas renoncer au profit. Parce que la façon dont l'Inde fonctionnait tout ce temps, c'est qu'elle achetait du pétrole russe avec une énorme remise. La Russie, faisant face à de nombreuses sanctions, ne pouvait vendre qu'à l'Inde, la Chine et quelques autres pays. Mais l'Inde et la Chine profitaient de la situation, achetant le pétrole à un prix fortement réduit. Ils raffinèrent le pétrole, puis le revendaient aux pays européens, aux pays occidentaux, avec une énorme marge, pratiquement au prix du marché. Ils réalisèrent des profits excessifs grâce à la guerre, profitant en quelque sorte du conflit. C'est peut-être pourquoi l'Inde ne veut pas renoncer au pétrole russe. Attendons de voir ce qui va se passer. J'espère que les négociations auront lieu, et que l'Inde arrêtera d'acheter du pétrole russe. Mais si on regarde de l'autre côté, c'est quelque chose que Poutine ne peut pas se permettre, parce que les revenus du pétrole sont essentiellement la seule chose qui finance cette guerre. Et c'est pourquoi, même avant que Witkov n'atterrisse à Moscou pour mener ses négociations au Kremlin, Poutine envoyait déjà des signes montrant qu'il était prêt à négocier. Il est prêt à retarder ce tarif qui arrive aussi longtemps que possible parce que Poutine croit toujours qu'il est en train de gagner sur les lignes de front. Donc, il veut continuer la bataille aussi longtemps que possible sans que ses revenus pétroliers ne s'assèchent. Et à cette fin, nous avons en fait eu un rapport assez intéressant de Bloomberg qui annonçait que la Russie cherchait à proposer une trêve aérienne à l'Ukraine parce qu'elle voulait essentiellement retarder le tarif de Trump aussi longtemps que possible. Alors, si vous ne le savez pas, c'est quelque chose que le président Trump a effectivement proposé il y a seulement quelques mois. Et l'Ukraine y a consenti sans condition. Et l'Ukraine a dit « nous sommes prêts à le faire. Nous n'attaquerons pas les raffineries russes. Nous n'attaquerons pas les usines russes. Rien de tout cela. » Lors d'un appel avec le président Trump, Poutine a lui-même accepté une trêve aérienne. Mais quelques heures après l'appel, il a attaqué l'Ukraine. Il a commencé à envoyer des drones sur les raffineries, les infrastructures énergétiques et les centres commerciaux ukrainiens. Il attaquait des civils 2 heures après avoir convenu avec les États-Unis qu'il n'attaquerait pas. À l'époque, le président Trump proposait cette trêve aérienne, parce qu'il voulait amener les deux parties à discuter. Il souhaitait un cessez-le-feu de 30 jours entre les deux parties, mais la Russie a refusé. Il a donc revu sa demande à la baisse. Il a proposé une trêve aérienne pour permettre les négociations. Et dans les 30 jours suivant l'annonce de la trêve aérienne, vous trouvez un accord de paix à long terme qui peut mettre cette guerre en pause. Et l'Ukraine a accepté tout cela. Ils acceptaient toutes les exigences des États-Unis sans condition. La Russie, quant à elle, avait tellement de conditions qu'elle semblait ne pas vouloir la paix, comme si elle souhaitait que cette guerre se poursuive. Et c'est la même chose maintenant. La Russie sait qu'exercer une pression sur les alliés russes va vraiment nuire à l'économie russe. Et c'est pourquoi il propose cette trêve aérienne comme moyen de retarder ce tarif aussi longtemps que possible. Une trêve aérienne permettra à la guerre de disparaître des yeux de l'Occident. Bien qu'elle sauvera sans aucun doute des vies civiles, elle offrira également à la Russie une couverture pour continuer à avancer sur le front et tenter d'atteindre des objectifs maximalistes avec moins de censure et d'attention. C'est une tactique de retardement, non une concession. Excellent point. Et un autre point auquel beaucoup de gens ne pensent pas, c'est le fait qu'au cours des 2 derniers mois, l'Ukraine est devenue vraiment efficace pour attaquer la logistique russe. L'Ukraine est devenue douée pour trouver des failles dans les défenses aériennes russes et pour s'en prendre à ses usines, ses lignes de chemin de fer et ses carburants aériens dont la Russie a besoin pour soutenir ses troupes sur la ligne de front. C'est aussi pour cela que la Russie veut une trêve aérienne, car cela enlève à l'Ukraine l'un de ses plus grands avantages. Cela résout le problème de la Russie, où les drones ukrainiens peuvent détruire une usine en un jour.
Les drones ukrainiens peuvent détruire des avions qui valent des centaines de millions de dollars simplement parce que la Russie ne peut pas couvrir tout son pays avec des défenses aériennes. Et c'est pourquoi une trêve aérienne, surtout en ce moment, sans cessez-le-feu, sans engagement réel pour une paix durable, n'a tout simplement aucun sens. Ce n'est pas une concession qui profitera à l'Ukraine. Au contraire, cela nuira aux civils ukrainiens sur le long terme. Poutine croit toujours que la Russie gagne, et il est peu probable qu'il accepte l'ultimatum de cessez-le-feu de Trump avant vendredi. Poutine veut le contrôle total de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia et Kherson. Poutine ne veut pas fâcher Trump, mais ne renoncera pas à ses buts. Il juge les sanctions américaines tolérables. Après 3 ans et demi de guerre, 300 milliards de dollars de réserves restent gelés. Les investissements directs étrangers, en Russie, ont chuté de 63%. Mais l'économie de guerre de la Russie continue de fonctionner. Elle est soutenue par des munitions nord-coréennes et des composants chinois pour faire fonctionner la machine de guerre. Les dirigeants russes voient l'ultimatum de Trump comme du bluff. Frapper la Chine ou l'Inde pourrait faire grimper les prix du pétrole, mettre à mal les alliances américaines et nuire à sa propre économie. Moscou doute qu'ils prennent ce risque. Donald Trump a proposé en privé d'importantes concessions en mars, et j'ai été choqué en les lisant. Poutine a refusé de lever les sanctions, reconnaître la Crimée et les territoires occupés en échange d'un cessez-le-feu. Le refus de Vladimir Poutine était choquant, n'est-ce pas? James David Vance, c'est l'un des membres les plus isolationnistes de l'administration. Et vous avez probablement déjà entendu ses commentaires sur l'Ukraine avant l'élection. Et il est sorti en disant que ce que la Russie demande est déraisonnable. James David Vance a changé d'avis parce que Poutine était tellement têtu. Selon moi, les États-Unis étaient prêts à faire des concessions inacceptables. Malgré cela, Poutine a refusé. Et Poutine demandait qu'aux États-Unis de convaincre l'Ukraine d'abandonner des territoires que la Russie n'avait même pas encore occupés. Abandonner des territoires que l'armée russe ne contrôle pas actuellement. Et à ce moment-là, je pense que c'est lorsque l'état d'esprit de Trump concernant la Russie a commencé à changer, quand Trump a réalisé que Poutine ne veut pas la paix, et qu'en fait, il est le seul à ne pas vouloir la paix dans cette guerre. L'Ukraine est prête pour la paix. En fait, nous avons appris que l'Ukraine est prête à abandonner le territoire que la Russie contrôle actuellement. Ils ne le reconnaîtront pas officiellement, mais ils sont satisfaits d'un cessez-le-feu, le long des lignes de front actuelles. Mais Poutine ne veut pas cela. Il veut plus. Il veut toute l'Ukraine. Poutine considère le champ de bataille comme un facteur décisif. Les forces russes ont gagné 500 km² en juillet. Des sources proches du Kremlin affirment que ni l'armée ni le public ne comprendraient un arrêt à l'heure actuelle. Mais les gains totaux de la Russie depuis janvier 2024 sont inférieurs à 5000 km², soit moins de 1% de l'Ukraine. À ce rythme, il faudrait 200 ans à Poutine pour prendre le contrôle de toute l'Ukraine. Poutine utilise des pourparlers de paix de bas niveau avec l'Ukraine pour montrer son ouverture à Trump sans faire de concessions. Des discussions qui ont eu lieu 3 fois. En fait 5 fois, si l'on prend en compte celle d'aujourd'hui, depuis mai, mais qui se concentrent uniquement sur les échanges humanitaires. Aucune avancée n'a été faite sur les termes du cessez-le-feu. Maintenant, c'est là que je veux parler de quelque chose d'intéressant, parce que bien sûr, je suis sûr que certains d'entre vous se demandent pourquoi Vladimir Poutine pense-t-il qu'il est en train de gagner la guerre? Pourquoi pense-t-il qu'ils peuvent s'emparer de plus de territoires en Ukraine? Bien sûr, l'une des principales raisons est qu'il ne veut pas donner l'impression de capituler sous la pression des États-Unis. Mais un deuxième point, qui pourrait jouer un rôle ici, est quelque chose que j'ai appris de Jason J. Smart. Si vous ne suivez pas sa chaîne, je vous conseille d'y jeter un œil. Mais il explique que les gens autour de Poutine ont tellement peur de lui qu'ils lui donnent des informations pour rester dans son cercle rapproché. Ce que je veux dire par là, c'est que Poutine n'utilise pas Internet, il n'a aucun autre moyen d'obtenir des informations. Il n'utilise pas de téléphone portable par paranoïa, craignant qu'on puisse le pirater ou le faire exploser. Il reçoit donc toutes ces informations des agents du service fédéral de sécurité et de son entourage proche qui ne lui annoncent jamais de mauvaises nouvelles. Ils ne lui donnent que de bonnes nouvelles, et ils exagèrent toujours les moindres succès de la Russie sur le front. Cela signifie qu'il veut que l'armée russe continue de pousser pour doubler ce succès. Et en plus de cela, il n'apprend pas vraiment à quel point les tarifs peuvent nuire à l'économie russe, ni combien de temps l'économie russe peut réellement supporter ses dépenses de guerre. Et c'est fou de voir comment la Russie a réorienté toute son économie pour se concentrer uniquement sur cette guerre. Les entreprises abandonnent la production de biens dont les gens ont besoin. Les boulangeries dans nos îles ne font plus de pain, même s'il y a une pénurie de pain. Il y a une pénurie alimentaire en Russie. Les prix du pain s'envolent. La pénurie de pain est tellement grave
qu'ils vendent maintenant une tranche de pain, une petite tranche de la taille d'une main, et ils la vendent emballée dans du plastique, une seule à la fois. C'est à quel point les gens veulent du pain. La demande a tellement augmenté, mais l'offre ne suit pas. Et l'une des raisons derrière cela, c'est que les boulangeries russes réorientent maintenant leur activité à cause de l'inflation et tout ça, pour se concentrer sur l'exécution des contrats gouvernementaux. Les boulangeries russes fabriquent littéralement des drones au lieu de faire du pain, même s'il y a une pénurie de pain. Voici l'un des médias russes qui en parle, et c'est vraiment risible. Qui aurait pu penser que ces minuscules drones coptères changeraient à ce point les tactiques de guerre moderne? Ils ont joué un rôle important dans l'échec de la soi-disant contre-offensive ukrainienne. Même les équipages de chars doivent tenir compte de ces jouets. Les terroristes volontaires ont gentiment accepté de nous aider. Les terroristes vont-ils survivre? Nous verrons bien. Le terroriste arbore un rouge à lèvres vif. Pour les Européens, c'est toléré. Druide, je suis partisan. Tout est prêt, allons-y. Il faut commencer. Il vole. Est-ce que ça a touché la cible? Certainement. C'est le but principal de ces drones. Pour que vous compreniez, c'est exactement à cela que servent précisément ces drones. BK a transporté près d'1,5 kg de trinitrotoluène. Bacchus a transporté près d'1,5 kg de trinitrotoluène. Cela s'est avéré largement suffisant. Voilà. Regardez. Voici notre terrassique. Son maquillage est intact. Nombre de coups. La trachée est écrasée. Regardez le nombre de coups. La trachée est sectionnée. La survie est impossible. La boulangerie de Tambov a rapidement commencé à produire des drones. Depuis l'ère soviétique, presque toutes les usines avaient un double rôle. Hier, ils faisaient des macaronis. Aujourd'hui, ils fabriquent des balles, comme ici. Vous pouvez avoir ce que vous voulez, pain ou drone. Ils sentent le pain frais. Imaginez ça. Une pénurie alimentaire arrive en Russie, dans un effondrement économique à la soviétique. Face à une forte inflation, la Russie se prépare à plafonner les prix des produits alimentaires de base, une mesure que les analystes considèrent comme un signe d'un retour à une économie dirigée, ce qui pourrait entraîner des pénuries, de longues files d'attente et le mécontentement de la population. Cela a du sens. Si je suis une boulangerie ou une usine et que la Russie me dit que je ne peux pas vendre mon produit avec un bénéfice, je comprends la situation. Tu dois le vendre à ce prix précis, même si tes coûts augmentent. D'un autre côté, le gouvernement russe promet de financer entièrement la production de drones. On va même forcer les banques à te donner des prêts. On te donnera tout l'argent et le soutien dont tu as besoin si tu soutiens l'armée. Mais si tu veux faire n'importe quel autre type de business, on va te compliquer la tâche. Tu peux imaginer ce qui va arriver à l'économie russe. Toutes ces boulangeries. On voit de plus en plus d'attention portée aux affaires militaires et de moins en moins à la satisfaction des besoins des gens. C'est tout simplement de l'économie de base. Malheureusement, il semble que les économistes à la soviétique en Russie ne s'en rendent pas compte.